Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. Live à Radio X pour nous joindre ou encore au téléphone 670-9098, 670-9098, 1877-440-2464. Passons à notre prochain sujet. Il est journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. Il m'aide une fois de temps en temps à comprendre, à en comprendre, c'est ce que j'aurais dû dire, les mythes et les complots. Il se nomme Christian Page. Il est dans l'actualité insolite depuis, je vous dirais, plusieurs décennies. On l'a au bout du fil. Christian, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, les intraterrestres. Les intraterrestres, les reptiliens. Christian Page, comment vas-tu? Ça va très bien. Toi? Bon. Ouais, c'est la forme. Il se passe beaucoup de choses dans l'actualité, puis ça me tente de passer à d'autres choses ce soir, puis très content de te jaser, cher ami. T'as envie de parler d'autre chose que le chemisier des jeunes femmes déboutonnées? Ouais. OK. Tu nous écoutais? C'est certain. Mais t'es-tu d'accord des fois qu'il peut y avoir des différences de perception entre les générations? Absolument. Comment on fait pour vivre avec ça en 2000? Ben écoute, je pense que le mot clé, c'est le respect, tu sais. Ouais. Je veux dire, t'as des gens d'une génération qui vont percevoir que tel ou tel comportement est inapproprié ou tel truc est inapproprié, puis d'autres, tu sais, vont... c'est comme moi, par exemple, tu sais, j'ai 50 ans. Ouais. Moi, j'avoue que dans ma génération, à moi, là, les tatouages puis les piercings, ça existait pas vraiment. C'était des bums qui avaient ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, donc, moi, là, quand j'étais ado, là, ou jeune adulte, c'est que, tu sais, les tatouages et les piercings, ben, je veux pas faire je veux pas faire une généralité, mais c'était ou bien des clubs de motards criminalisés, Ouais. des prisonniers, des gens qui avaient été en prison, ou des prostituées qui avaient ça, là. C'était à peu près les seuls gens qui affichaient ça. Alors qu'aujourd'hui, le tatouage et le piercing est devenu une véritable mode. Là. Oui. C'est comme porter une casquette. C'est bon. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut s'habituer à ça. T'sais. Moi, je me rappelle, par exemple, s'il avait fallu que chez moi, je porte une casquette à table. Écoute, moi, j'ai été élevé en partie par mes grands-parents. C'est sûr que j'aurais eu une claque en arrière de la tête par mon grand-père. Pareil pour moi. Il m'aurait dit, écoute, là, t'es à la table, il mouillera pas ici, puis il n'y a pas de soleil. Moi ta casquette. T'sais. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, puis les moins jeunes portent des casquettes. Ça fait partie de l'habillement comme une paire de bas. Va surtout pas leur dire parce qu'ils vont dire « j'ai bien le droit ». Exactement. T'sais. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent nous heurter. Mais le mot-clé, c'est le respect. T'sais, moi, je comprends que des jeunes de 20 ans portent une casquette ou que la mode soit maintenant au tatouage ou au piercing. Bah, c'est la mode qui est comme ça. C'est mon problème à moi de l'accepter ou de ne pas l'accepter. C'est pas le problème des autres. Cette semaine, pour ta chronique de l'enquêteur du paranormal, tu nous amènes à Hollywood. Oui, j'aurais voulu te faire... je pense que tu dois avoir quelque part, tout près de toi, la bande-annonce du film Annabelle. Bien Annabelle sûr. 2, en fait. Puis tu veux que je te fasse jouer ça? C'est ça, mon Yannick. Ben oui, ça sera pas Ben, là. envoie-nous donc ça, parce que ma nouvelle a un peu un lien avec ça. Moi qui pensais jaser avec toi pendant beaucoup de minutes. Ah, tu vas avoir une minute 30 secondes de moins. Ça paraît-tu? J'essaie d'étirer, là? Annabelle, un film d'horreur qui, en passant, qui fait quand même peur, hein? Oui, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ce film-là est sorti cet été sur les écrans au Québec. Et c'était un film qui était un peu, à tout le moins, les critiques l'attendaient un peu comme un film de seconde zone. C'est-à-dire qu'on avait eu des super-héros au grand écran, puis on s'est dit, les gros blockbusters de l'été seront les films de super-héros, là, comme Wonder Woman ou des trucs comme ça. Et soudain, on était un peu surpris de la réaction. D'abord, le film est bien. C'est pas un film qui va passer à l'histoire, mais comme film d'horreur, c'est assez bien. Et c'est un film qui s'est rapidement hissé dans les palmarès. C'est un film qui a généré énormément de revenus et beaucoup d'intérêt de la part du public. Et ça a été un peu une surprise, autant pour les réalisateurs que pour les propriétaires de salles, qui s'attendaient pas à avoir une telle affluence pour le film Annabelle 2. OK, allons-y. Ça s'est calmé pendant toutes ces années. Après que Samuel et moi avons perdu notre fille. Nous avons tant prié pour la revoir. Le contact a commencé doucement. Elle a demandé la permission de prendre possession de la poupée. Très vite, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas notre fille. Alors nous l'avons enfermée
Nous avons pensé qu'aider les filles serait notre pénitence. C'est notre nouvelle orphelinat. Wow, c'est immense, un vrai château. Mais finalement, nous lui avons donné exactement ce qu'elle voulait. As-tu besoin d'aide? Je me débrouille. Ma sœur, vous dites souvent que même si on peut pas voir Dieu, on peut sentir sa présence. Dans cette maison, je sens une autre sorte de présence. Une présence diabolique. Elle s'en prend à moi. Parce que je suis la plus fragile. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux? Ça s'est calmé pendant toutes ces années. Après que Samuel et moi avons perdu notre fille. Nous avons tant prié pour la revoir. Ouais, je veux dire comme toi, c'est quelque chose d'entendre ça. Ouais. Et ma prochaine nouvelle concerne un peu cette histoire-là, parce que Annabelle 2, en fait, c'est la suite du Annabelle 1 qui était sorti sur les écrans il y a 3 ans maintenant. Et ce film-là s'inscrit en fait dans 2 franchises particulières. C'est-à-dire qu'il y a une série de films que probablement les auditeurs ont vu qui s'appelle The Conjuring, la Conjuration. Il y a eu la Conjuration 1 et 2. Et là, on a eu Annabelle 1 et 2. C'est 4 films, donc 2 franchises, 4 films. Ces films sont basés sur les dossiers d'un couple de démonologues. En fait, l'un est Ed et Lorraine Warren. Ed Warren est décédé, Lorraine Warren est toujours vivant. Et ces gens-là ont fait un peu la pluie et le beau temps là durant les années 60-70 dans le domaine du paranormal. C'était des, entre guillemets, ils se définissaient comme des démonologues, mais c'était surtout des chasseurs de fantômes. Mais dans le cas des Warren, on a l'impression qu'à toutes les fois où... Moi, j'ai souvent comparé les Warren comme les Batman et Robin du surnaturel. Eux, quand ils sortaient de leur Batcave, là, c'était toujours pour combattre le super vilain. Ça les arrivait pas, eux autres, de tomber sur une maison un petit peu hantée. C'était toujours la maison hantée par le démon et les forces des ténèbres. Toujours la même chose. Donc, les Warren, donc comme je l'ai mentionné, Ed est décédé, Lorraine est très âgée, aujourd'hui elle a 90, 91 ans, un truc comme ça. Moi, je l'ai rencontrée à quelques reprises, une femme très sympathique, mais disons, pour ce qui est de leur rôle d'enquêteur et de l'honnêteté de leurs enquêtes, on peut quand même mettre un bémol. Et là, ça donne tout le corps à ma nouvelle, c'est que la Warner Brothers, la compagnie qui a fait ces films, qui détient les droits sur ces 2 franchises, la Warner Brothers et également la compagnie New Line Productions, viennent de recevoir une poursuite, écoute-moi bien, de 900 millions de dollars. Ouf. Écoute, 900 millions de dollars, et celui qui intente la poursuite est un type qui s'appelle Gerald Brittle. Ce Gerald Brittle, en 1980, a écrit un livre qui s'intitule The Demonologist, les démonologues ou le démonologue, et ce livre est basé sur la carrière d'enquêteurs d'Ed et Lorraine Warren. Et on retrouve dans ce livre-là, justement, un chapitre sur l'histoire d'Annabelle ou des trucs comme ça. Et ce que Brittle maintient dans sa poursuite, c'est que c'est lui, et non pas les Warren, qui détiennent les droits sur ces histoires-là, parce que tu comprendras qu'Hollywood a négocié directement avec Lorraine Warren pour pouvoir adapter certaines de leurs enquêtes qui ont fait l'objet des films La Conjuration 1 et 2 et Annabelle. Alors là, Brittle dit non, vous avez négocié avec la mauvaise personne. C'est moi qui détiens les droits sur ces histoires-là et vous auriez dû passer par moi. Mais... La compagnie hollywoodienne rétorque, vous ne pouvez pas exiger un droit, et tu vas voir que ça fait mal, et la compagnie d'Hollywood dit, vous ne pouvez pas exiger un droit sur des histoires vécues. On ne peut pas mettre un copyright sur une histoire vécue. Sinon, on ferait, je sais pas, on mettrait un droit d'auteur sur la vie d'Adolf Hitler, puis là, écoute, tu pourrais plus faire aucun film qui fait référence à Adolf Hitler sans me payer une royauté. Donc, on ne peut pas faire ça. Et c'est là que Brittle revient dans sa poursuite en disant, le problème, c'est que les histoires qui sont évoquées dans le livre ont été inventées de toutes pièces. Les Warren sont des escrocs, ont toujours été des escrocs, et toutes ces histoires-là, nous les avons inventées. Donc, c'est vraiment pas des films inspirés, là? Non, fait que là, et là, tu vois, donc, le tribunal aura à trancher. Si on réussit à démontrer que ce sont des histoires vraies, ben là, à ce moment-là, Brittle sera probablement débouté en cours. Mais là, on est vraiment dans le cœur du problème. Est-ce que les Warren ont inventé ces histoires pour se rendre intéressants et vendre du papier?
ou est-ce qu'il s'agit réellement d'enquêtes qu'ils ont menées? Alors là, ça sera un tribunal de trancher, mais on parle quand même d'une poursuite de 900 millions de dollars. Et de ce que tu connais des Warren, est-ce que ça a toujours été des gens qui étaient sérieux dans leur démarche, ou tu savais que c'était un peu des hurluberlus qui inventaient à peu près n'importe quoi? Je trouve ça triste d'avoir à répondre à ta question, Yannick, parce que, comme je t'ai mentionné, Lorraine Warren, j'ai pas connu Ed. Je l'ai vu une fois, Ed, il était vivant. Et je me rappelle, j'étais là, on tournait une entrevue. Même mon caméraman de l'époque, qui tournait avec moi ces images-là, un type qui s'appelle Patrice Massenet, avait même aidé Lorraine Warren à déplacer Ed, qui était très malade, qui était devenu un peu impotent. Et il est décédé quelques semaines après. Et puis, après, j'ai eu quelques autres rencontres avec Lorraine Warren, une femme très, très sympathique. Et même tellement sympathique qu'à un moment donné, je me rappelle, j'étais là avec encore Patrice Massenet, mon caméraman. On faisait une énième entrevue avec Lorraine Warren. Puis à un moment donné, Patrice me regarde et me dit, écoute, Christian, il dit, si on s'en va pas, elle va se mettre à nous faire des biscuits. Tu vois le genre, là, c'était vraiment une dame très accueillante, une bonne grand moment. Ouais. Cela étant dit, et ça n'enlève rien à la personnalité de Lorraine Warren, une femme accueillante, gentille. J'ai pas de problème avec ça. Mais à quelques reprises, et je l'ai évoqué dans mon livre, notamment L'enquêteur du paranormal au cinéma, j'ai fait des enquêtes sur certaines supposées enquêtes faites par les Warren, qui ont inspiré des films, notamment La Conjuration, et c'était Antise au Connecticut, je crois. C'est de la foutaise. Les Warren ont à peu près tout inventé. Ils sont partis à peu près de rien et ont brodé sur une vulgaire histoire excessivement banale. Ils ont monté ça en épingle, ajoutant des détails, transformant l'histoire. En fait, ça ne s'est jamais produit comme on le voit. D'ailleurs, dans le cas de La Conjuration 2, c'est l'histoire des Warren qui enquêtent sur une histoire de poltergeist qui se serait produit à Enfield, en Angleterre, dans les années 70. Et là, on voit les Warren qui tentent de combattre les esprits qui hantent cette maison où il y a une famille qui habite là. Et dans la vraie vie, cette histoire-là du poltergeist d'Enfield, c'est comme ça qu'elle est connue dans les milieux de la parapsychologie, c'est l'histoire du poltergeist d'Enfield, elle est très connue, et l'enquêteur original sur cette histoire était un membre de la Society for Psychical Research à Londres, un type qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Et lorsque le film La Conjuration 2 est sorti, racontant le combat des Warren contre les méchants esprits qui habitaient l'appartement de Enfield, ce Guy Lyon Playfair est sorti dans les médias en disant « Hey, ça s'est jamais produit. » Et là, il raconte, il dit « À l'époque que la Society for Psychical Research enquêtait sur cette histoire de poltergeist Enfield, un après-midi, alors que j'étais là, ça frappe à la porte. C'est Ed et Lorraine Warren qui se présentent. Ils étaient à Londres pour donner une tournée de conférences et avaient appris cette histoire-là en lisant les journaux. Alors là, il dit, les Warren se présentent comme étant des chasseurs de fantômes venus des États-Unis. Et là, il dit, Ed Warren me dit, si tu veux faire de l'argent avec cette histoire-là, moi, je pourrais t'arranger ça pour que tu mettes pas mal de fric dans tes poches. Guy Lyon Playfair de répondre, ça ne m'intéresse pas. Les Warren ont dit, OK, merci, bonsoir. Ils ont tourné les talons, puis ils sont partis. Et ils ne sont jamais revenus. Donc, les Warren n'ont jamais enquêté sur le poltergeist d'Enfield. Ils se sont rendus là, ont proposé de faire de l'argent avec Guy Lyon Playfair. Quand Guy Lyon Playfair a finalement rejeté leur offre, ils ont tourné les talons, sont montés à bord du taxi et sont repartis. Ils n'ont jamais enquêté sur Enfield. Et pourtant, on a fait un film sur leur soi-disant enquête sur le poltergeist d'Enfield. Très particulier. Donc, on a un peu ta réponse. C'était des gens qui faisaient de l'argent avec des histoires qui avaient été inventées de toutes pièces, puis qui mentionnaient que ça avait été inspiré de... Est-ce que, parce qu'on parle de démonologue, est-ce que c'est une profession qui existe encore aujourd'hui, si on peut appeler ça une profession? Non, c'est pas, en fait, c'est une activité, tu as tout à fait raison, ce n'est pas un métier, c'est pas ni une profession. Les démonologues, ce sont eux, en fait, les Warren, qui se sont autoproclamés avec ce titre-là. Et démonologue est un mot bien choisi par Ed et Lorraine Warren, parce que, et là encore, je sais que je vais être peut-être méchant pour certains auditeurs, mais ce sont de véritables bigots. Hein? Ce sont des grenouilles de bénitier. Tu rentres chez eux, c'est des petites images de Jésus, de la Sainte Vierge, des bondieuseries, il y en a partout. Et pour les Warren, à toutes les fois qu'il y a un coup frappé dans le mur ou une porte qui s'ouvre, c'est toujours le diable. Et c'est pour ça que quand on regarde les films comme La Conjuration, des trucs comme ça, c'est toujours des esprits maléfiques. Les Warren étaient obsédés par ça.
Et là, c'était bien sûr l'exorcisme, le prêtre avec le crucifix, sort d'ici, je te chasse, démon. Les Warren sont obsédés par cette idée-là du bien et du mal, des esprits maléfiques versus le bon Dieu. Puis le Jésus est jamais très loin et ils ont toujours leur Bible dans leur poche. Tu vois un peu le genre. Donc les Warren, se donnant le titre de démonologue, se donnant aussi un peu le titre de chasseur de démons, parce que c'est ça qu'il faut voir un peu dans l'extrapolation du titre, ça correspond davantage à leur croyance religieuse qu'à une réalité factuelle sur le terrain. Puis, est-ce que les Warren, par exemple, dans, je pense, la Conjuring 2, ils s'en vont sur les lieux, puis bon, c'est une famille hantée, puis là, c'est la petite fille supposément hantée. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils se faisaient de l'argent avec la famille, donc la famille savait que c'était pas vrai? En fait, ce que tu mentionnes, la Conjuration 2, c'est effectivement, on voit les Warren arriver justement dans cette histoire du poltergeist d'Enfield. C'est la famille Oxon qui était un peu les victimes de ce poltergeist, donc coups frappés dans les murs, meubles qui se déplaçaient, des objets qui étaient lancés en direction des visiteurs. Donc, dans le film, on voit les Warren enquêter là-dessus. Comme l'a bien mentionné Guy Lyon Playfair, les Warren n'ont jamais enquêté sur le poltergeist d'Enfield. Toute cette histoire-là est inventée de toutes pièces. Et qui plus est, les fillettes que l'on voit dans le film, là, la famille Oxon, ces fillettes-là, aujourd'hui, sont des femmes âgées dans la cinquantaine. Elles ont elles-mêmes admis devant les caméras de la télévision en Grande-Bretagne qu'elles n'ont jamais rencontré les Warren. Jamais. Oh. Ça va pas bien. Fait que l'une d'elles, je crois il y avait deux filles. La famille avait... Dans le film, on voit 3 enfants. En réalité, il y avait 4 enfants. Et au moment où le poltergeist s'est produit, on est en 1977, l'un des garçons était à l'extérieur. Il était comme gardé chez un oncle là, pour aller à l'école ou un truc comme ça dans un camp de jour. Alors, dans la maison, il y avait principalement les 2 fillettes Oxon et leur frère cadet. Et des deux sœurs Oxon, une d'entre elles a dit « Je me rappelle avoir vu un après-midi, justement, les Warren dans la cour arrière, discutant avec Guy Lyon Playfair. Ils m'ont parlé, les Warren, un peu alors que je me balançais, mais c'est la seule fois que je les ai vus. Quant à l'autre, elle dit, moi, je les ai jamais vus. Et tout le film, La Conjuration 2, est basé sur l'enquête des Warren dans le cas du poltergeist d'Enfield. On parle maintenant des signaux radio qu'on dit extraterrestres, entre guillemets. Ouais, ça c'est... bon, on le sait, la quête d'un message radio extraterrestre, c'est quelque chose qui fascine les gens et on en est à écouter l'espace depuis les années 60. Donc, il y a eu 2 projets principaux. En fait, un seul projet, mais qui a muté au fil des ans. D'abord, il a commencé sous le nom de projet Ozma. Il est devenu ensuite le projet SETI. Je pense que les gens connaissent bien ce projet SETI pour l'avoir découvert dans le film Contact avec Jodie Foster. Alors là, bon, bien sûr, depuis les années 60, on tourne des radiotélescopes vers l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui aurait la signature d'une forme d'intelligence qui permettrait de croire que le signal a été émis par une civilisation extraterrestre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de résultats. Et puis là, on apprend, bon, toutes sortes de gens ont financé ce projet-là. En partie, il est financé par la NASA, mais il est également financé par des deniers publics, des donateurs qui ont mis des sous là-dedans. Et l'un d'entre eux est un milliardaire russe, Yuri Milner, qui, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans maintenant, avec la collaboration de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, a dit que lui, il s'engageait à investir 100 millions de dollars dans l'étude de ces signaux radio, moyennant 10 millions de dollars par année. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, voilà qu'on apprend ce projet financé par Yuri Milner qui s'inscrit dans la recherche du projet SETI et qui s'appelle The Breakthrough Listening. Ils ont annoncé qu'ils avaient capté, il y a quelques jours, 15 signaux radio qui provenaient d'une étoile, une galaxie, en fait, située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. OK, 3 milliards d'années-lumière, ça veut dire... Pendant 3 milliards d'années... Écoute, Yannick, si tu veux calculer la distance, sors ta calculette. La lumière voyage à 300 000 kilomètres à la seconde. Oui. 300 000 kilomètres à la seconde. Donc, tu prends ta seconde, donc ton 300 000 kilomètres seconde multiplié par 60 pour faire 1 minute, multiplié par 60 pour faire 1 heure, multiplié par 24 pour faire 1 journée, multiplié par 360 pour faire 1 année, et ensuite multiplié par 3 milliards.
OK, donc tu vas comprendre pourquoi je fais de la radio, là. Ouais. Mettons que je vais moi-même à la vitesse de la lumière avec mon vaisseau spatial. Ça va me prendre 3 milliards d'années avant d'arriver à l'endroit précis où il me parle. Exactement. Donc, ces 15 signaux ont été captés le 26 août dernier. Ouais. La source qui émet le signal, elle a un nom très exotique, c'est FRB 121102. Oui. Et ça se trouve dans la constellation du Cocher. J'en parlais la semaine dernière aussi avec un de mes chums. Voilà. Donc, on a tourné le radiotélescope-là. Et puis, le 26 août, on a obtenu, pendant une période de quelques heures, en fait de 5 heures, on a obtenu 15 signaux radio, 15 bits, si on peut dire, qui avaient la signature peut-être, on dit bien peut-être, d'un signal extraterrestre. Parce que c'est loin de faire l'unanimité, là. On a ces signaux-là, il faut maintenant les décanter. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais si c'est vrai que ça provient d'une civilisation extraterrestre, faisons simplement l'exercice. Imaginons un instant que c'est bel et bien une civilisation extraterrestre qui a émis ces signaux dans l'espace. Ça veut dire qu'elle les signaux radio voyageant eux aussi à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Ça veut dire que ces signaux ont été émis il y a 3 milliards d'années avant qu'on les capte ici. Alors la civilisation, toujours en extrapolant que c'est une civilisation extraterrestre, la civilisation qui aurait émis le signal risque depuis d'être disparue, et ça depuis belle lurette, là. Elle a émis le signal, mais 3 milliards d'années plus tard, peut-être que cette civilisation, même leur planète, leur système galactique, n'existe peut-être même plus. Fait que là, donc, on va essayer de décanter ce signal-là. Évidemment, c'est loin de faire l'unanimité parce que certains astrophysiciens disent attention, il pourrait s'agir de phénomènes tout à fait naturels, mais très particuliers, des quasars ou des trous noirs qui, de temps en temps, peuvent émettre des sortes de des pulses radio qui donnent l'impression d'être artificiels, mais qui, en réalité, ne sont que des manifestations tout à fait naturelles. Bizarres, certes, mais naturel en soi, donc pas forcément extraterrestre. Mais si on devait en arriver à la conclusion que ce sont bel et bien des signaux extraterrestres, tu aurais compris qu'on aurait enfin répondu à la grande question, sommes-nous seuls? La Terre a quoi, 4,5 milliards d'années à peu près? Voilà. Tabarouette. Fait que, ici, on est dans une grosse gymnastique de calcul. Ouais. On parle maintenant d'un autre message extraterrestre. Oui, mais celui-là qui a été envoyé, et ça c'est amusant parce que quand on dit nous ne sommes pas seuls, là, c'est peut-être amusant parce que là c'est nous qui avons fait un coucou aux extraterrestres et pas le moindre. Hein? Je te fais un recul un peu dans l'histoire. Ouais. En 1977, donc il y a 40 ans, c'était de mémoire, c'était le 20 août et le 5 septembre 1977, la NASA a procédé au lancement de 2 sondes planétaires, la sonde Voyageur 2 et Voyageur 1. On avait inversé là, le lancement. Là. La 2 a été lancée avant la 1, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ces sondes avaient pour mission de photographier les grandes planètes joviennes de notre système solaire, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les sondes ont donc fait ce travail-là de manière remarquable. Elles nous ont donné les premières vraies images là, de ces planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, alors que jusqu'à ce moment-là, on les avait à peu près vues uniquement à travers des télescopes. Mais là, les sondes nous envoyaient de ces images-là. Et les sondes, comme elles étaient destinées à quitter le système solaire après, il y a plusieurs personnes qui se sont dit, ouais, mais elles vont voyager comme ça ad vitam aeternam dans le cosmos. Qui sait si elles ne tomberont pas un jour sur une planète habitée par des extraterrestres ou si elles ne seront pas interceptées par des extraterrestres. Alors, plusieurs astrophysiciens, je pense entre autres au regretté Carl Sagan, l'un des grands pionniers de la vulgarisation scientifique des années 80. Carl Sagan et d'autres ont dit, plaçons un message sur la sonde pour permettre à ceux qui l'intercepteront, si elle est interceptée, de dire d'où elle vient. Alors, on a placé sur un des flancs de la sonde, en fait sur les 2 sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2, on a placé un disque en or. Je te rappelle, on est les années 70, hein? Un disque en or avec la table tournante pour l'écouter. Donc, on s'est dit, si ça tombe quelque part, on prend le disque. Il y avait toute une sorte de grille pour expliquer comment que ça fonctionnait. On prend le disque, on le met sur la table tournante, on met l'aiguille dessus, puis on écoute. Et là, les extraterrestres pourront entendre un discours du président Jimmy Carter de l'époque, pour entendre des chants de baleines, le mot bonjour dit dans une 50aine de langues, et pourront même entendre Johnny B. Good chanté par Chuck Berry. Ah ouais? Donc, ouais, c'est donc donc un message qui dit voici nous sommes terrestres et voici un peu à quoi ressemble notre univers. Donc, ces sondes-là, au moment où on se parle, elles continuent de voyager dans le système solaire, elles s'éloignent à très grande vitesse, elles voyagent en fait à 17 km par seconde
et elles se trouvent en ce moment à 21 milliards de kilomètres de la Terre. Elles ont donc quitté notre système solaire, mais elles se dirigent vers un univers inconnu. Mais elles sont toujours fonctionnelles. Et là, pour souligner le 40e anniversaire du lancement des sondes Voyager, la NASA a fait un concours. Elle a dit aux gens, bon, à l'époque, il y avait le disque dessus sur lequel on ne peut plus rien changer, mais sur le dessus de la sonde, il y a également des appareils de mesure, de télémétrie, qui ressemblent un peu, je te rappelle encore, on est les années 70, qui ressemblent à un magnétophone. Donc, l'appareil enregistrait des données, les lisait sur des têtes magnétiques et renvoyait le codage aux experts de la NASA au moment où la sonde était en fonction. Alors, ce ruban magnétique, ces têtes magnétiques sont encore là, elles fonctionnent encore très bien, et il y avait encore un peu d'espace sur le ruban. Hein? Imagine-toi une cassette, là, il y a encore un petit bout d'espace sur la cassette. Alors, on s'est dit, ce qu'on va faire, pour souligner le 40e anniversaire des sondes voyageurs, on va nous lancer un signal dans l'espace, un coucou, qui va être enregistré sur le petit bout de ruban magnétique qui reste sur la sonde qu'on peut activer. Alors, on a fait le concours et la NASA a reçu 30 000 messages. Comme il n'y a plus beaucoup d'espace sur la bande, il fallait pas que le message dépasse 60 caractères. Alors, la NASA a reçu 30 000 soumissions. Et de ces soumissions, finalement, celui qui a gagné le message, c'est un type qui s'appelle Oliver Jenkins. Et son message était relativement simple. Il disait, « Nous offrons l'amitié à travers les étoiles. Vous n'êtes pas seul. » Ça, c'était le message. Et ce message a été enregistré hier matin. Et il a été envoyé vers la sonde Voyageur 1. Et comme la sonde se trouve à 21 milliards de kilomètres, il aura fallu 19 heures au message pour atteindre la sonde et s'enregistrer sur le ruban magnétique. Et pour lire le message, on avait choisi nul autre que William Shatner, le capitaine Kirk de la série Star Trek. Puis je pense que tu dois avoir un petit bout où on entend William Shatner lire le dit message. Allons-y. We offer friendship across the stars. You are not alone. You are not alone. Et je te rappelle qu'au-delà d'être le capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner avait aussi un autre lien particulier avec la sonde Voyageur. Et là, je rappelle aux cinéphiles le film Star Trek The Motion Picture, le premier film de la franchise des Star Trek en 1979, où l'équipage du vaisseau USS Enterprise, dirigé par le capitaine Kirk, essayait de retrouver une entité inconnue dans l'espace qui émettait un signal, et cette entité inconnue appelée Voyager s'était révélée être la sonde Voyageur. Donc, pour les cinéphiles qui ont vu ce film, ils vont sûrement se rappeler cette fameuse saga. Et comme c'était tout destiné, c'est donc William Shatner qui a lu ce message, qui, comme je le rappelle, a mis 19 heures à atteindre la sonde. Alors là, maintenant, les extraterrestres pourront non seulement découvrir la Terre via ce disque en or placé sur le flanc de la sonde, mais s'ils sont en mesure de décoder des enregistrements magnétiques qui sont également sur les têtes d'enregistrement, ils pourront également entendre la voix de William Shatner qui lui dit « Nous vous envoyons la paix à travers les étoiles et vous n'êtes pas seul. » Je te pose une question comme ça. Bon, la sonde Voyageur a été envoyée il y a de ça une quarantaine d'années. Tu me dis, oui. Le signal, c'est à peu près 19 heures à ce que la sonde reçoive le signal qu'on a envoyé de la Terre. Oui. C'est à combien de milliards de kilomètres? 21 milliards de kilomètres. Mais comment on fait pour envoyer, nous, de la Terre, des signaux aussi loin? Alors que moi, là, quand je suis dans une zone morte en Beauce, je suis même pas capable d'avoir une barre sur mon cellulaire. En fait, donc, à partir du radiotélescope, on envoie le signal, mais du moment où le signal est dans l'espace, il va continuer de s'éloigner. Il suffit simplement de savoir où est ton antenne. Donc, la NASA est capable de calculer, malgré la distance, elle sait exactement à quel endroit la sonde se trouve et elle émet ce signal radio en direction de la sonde. Et une fois qu'il est dans l'espace, il n'y a plus rien pour l'arrêter, à moins de frapper un corps, une planète ou un astéroïde ou quelque chose comme ça, qui pourrait faire écran au signal. Ouais. Mais en théorie, le signal va voyager ad vitam aeternam. Et 19 heures plus tard, dans le cas présent, le signal a été capté par l'antenne qui est placée sur la sonde Voyageur. Une antenne, d'ailleurs, qui va encore fonctionner pendant une dizaine d'années. Donc, on sait que les batteries
qui alimente le générateur de la sonde, lui, évidemment, s'alimente par la lumière solaire et autres. Il est en mesure de fournir encore un très, très faible courant électrique, on le comprend bien, là, mais il est encore en mesure de fournir du courant électrique pendant une dizaine d'années. Après quoi, la sonde va devenir complètement muette et aveugle, et elle sera qu'un corps mort voyageant dans le cosmos. Et comment se fait-il qu'une sonde comme Voyageur a jamais été heurtée par de la poussière de météorites, par des météorites, par je sais pas pourquoi elle est jamais rentrée dans l'atmosphère d'une planète puis qu'il y a eu collision, exemple? Bon, en fait, au-delà de nos 8 planètes et notre mini-planète qui est Pluton, là, il n'y a plus rien après. C'est-à-dire qu'il y a que des astéroïdes, il y a des ceintures de débris planétaires, exact. Mais la sonde, c'est vraiment comme un grain de sable qui passe à travers ça. Mais au moment où on se parle, Yannick, tu dis elle n'a pas été atteinte par des débris, on le sait pas, on ne connaît pas l'état de la sonde. Okay. Ce que l'on sait, c'est que la NASA continue de recevoir un signal. Ça veut dire que l'antenne émettrice de la sonde fonctionne. Mais la sonde, peut-être que une partie du corps de la sonde a été frappée par une météorite, elle est peut-être abîmée, on ne le sait pas. Une chose que l'on sait, c'est que l'antenne émettrice semble encore fonctionner. D'où cet intérêt d'envoyer un signal vers la sonde. Mais tant ou si longtemps qu'elle n'entrera pas dans un autre système solaire, ses seuls ennemis sont évidemment des roches qui sont dans l'espace, les météorites, qui pourraient la frapper, des débris de poussière dans l'espace. Mais en dehors de ça, tant qu'elle ne passe pas à proximité d'une planète, et en dehors de nos 9 planètes, 8 planètes et la 9e serait Pluton, elle va continuer à voyager comme ça, puis elle ne rencontre pas vraiment d'obstacles. Prochain sujet, on parle d'un Airbus 320, du moins de son équipage, qui l'ont pas eu facile parce qu'ils ont failli être percutés par une mystérieuse lumière orangée. Ouais, voilà, ça c'est amusant parce que on fait beaucoup dans l'extraterrestre ce soir. Là, dans le cas présent, l'affaire dont tu évoques s'est passée le 26 mai dernier, mais ça a été publié, ça a été rendu public seulement la semaine dernière. C'est le Bureau de la sécurité des transports qui se trouve à Glasgow, en Écosse, qui ont publié cet incident plutôt assez insolite. Il s'agit d'un avion Airbus A320. On ne nous dit pas de quelle compagnie il s'agissait. On sait seulement qu'il y avait 60 passagers à bord. L'appareil se trouvait à 3000 nautiques de la piste. Ils étaient en descente, en approche. Et là, soudain, l'équipage ont vu passer au-dessus d'eux ce qu'ils ont décrit comme étant une mystérieuse lumière orange. Et la lumière, selon eux, qui n'était pas très grosse, est passée à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de l'avion. Mais l'incident a été si soudain que, d'après le Bureau de la sécurité dans les transports, que les pilotes, au moment où l'incident s'est produit, si cette lumière orangée, cet objet inconnu, avait été dans une trajectoire de collision avec l'avion, il aurait été impossible d'éviter d'être percuté par l'objet. Alors, les pilotes n'ont simplement regardé cette lumière passer, ils se sont posés sans anicroche, ils ont fait une déclaration, le bureau d'enquête s'est penché sur l'incident et n'a pas trouvé d'explication. Mais en ne trouvant pas d'explication, on ne force pas, on ne dit pas c'était un engin extraterrestre, une soucoupe volante et des petits bonhommes verts, c'est pas ça qu'on dit. On n'a pas trouvé d'explication et même le document n'exclut pas la possibilité d'un drone qui aurait été utilisé de manière clandestine un peu dans le territoire de l'aéroport, parce que c'est absolument interdit d'utiliser des drones dans un périmètre particulier autour des aéroports. Donc dans ce cas-là, l'incident aurait pu être provoqué par un drone qui aurait été utilisé de façon clandestine. Mais bien sûr, on n'en a pas de preuve de ça. Ce que l'on sait, par contre, c'est que cette fameuse lumière orange est passée au-dessus de l'Airbus A320. Et dans le rapport, il est mentionné qu'un incident semblable s'était produit déjà en 2013. Et là encore, la lumière, une espèce de lumière incandescente, était passée cette fois sous le ventre de l'avion. Et dans les deux cas, celui de 2013 et celui qui s'est produit le 26 mai dernier, dans ces deux cas-là, quelle que soit la nature de l'objet, il n'apparaissait pas sur les écrans radars. Qu'est-ce qui fait en sorte... Parce que quand on croise ce type d'objet-là en vol, quand on est pilote, c'est la déclaration obligatoire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'information peut être rendue publique ou non? Là, on joue souvent ça c'est assez amusant que tu me poses cette question-là. Généralement, le bureau des enquêtes, je pense par exemple l'automne dernier, un incident semblable s'était produit au-dessus du lac Ontario. On avait un avion de la compagnie Porter et au dernier moment, ils ont vu apparaître devant eux, en plein jour, là,
On est à peu près, de mémoire, on est à 50 km des rives du lac Ontario. On est à peu près à 9000 pieds d'altitude. On se prépare à se poser. En fait, on a commencé à faire une amorce vers l'aéroport du centre-ville de Toronto. Et là, les pilotes de Porter voient apparaître devant leur appareil, qui était un Dash, ils voient apparaître un objet. Ils ont à peine eu le temps de faire une manœuvre d'esquive que les deux hôtesses qui étaient à bord se sont retrouvées, comme on dit, les quatre fers en l'air et ont été légèrement blessées par la manœuvre. L'appareil s'est posé sans anicroche. Il y a eu une enquête par le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada et eux n'ont pas trouvé d'explication à la nature de cet objet-là. Et on va même plus loin dans le cas de l'incident de l'avion Porter au-dessus du lac Ontario. Les experts ont rejeté la possibilité d'un drone. À 9000 pieds d'altitude, 50 km des côtes, l'objet était trop haut, trop loin pour qu'il puisse s'agir d'un drone. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'explication. Et si on prend le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada, la publication de ces rapports-là, en fait, est laissée un peu au bon vouloir des enquêteurs. On publie ou on publie pas, mais il n'y a pas un secret là-dessus. Si, par exemple, même si on ne publie pas dans les médias cette information, mais que toi, comme individu, tu entends parler de cet incident-là, tu pourrais demander, via la loi d'accès à l'information, une copie du rapport et on va te le donner. Dans le cas et chaque pays a un peu ses législations. Ben, quand je parle des pays, je parle des grands pays occidentaux. La plupart des pays ont à peu près la même règle. Mais il y a quelques petites différences. Comme récemment, dans le cas de la Grande-Bretagne, le Bureau des enquêtes dans la sécurité des transports en Grande-Bretagne a fait savoir qu'elle ne publierait plus les incidents impliquant entre guillemets, des ovnis. Et la raison, elle se réfère à une loi européenne qui dit que les soi-disant incidents en vol doivent être publiés uniquement si cela sert à améliorer la sécurité dans les transports ou la sécurité des passagers. Or, dans le cas d'un ovni qui a failli percuter un avion, rendre publique cette information-là n'aide en rien la sécurité des passagers et n'aide en rien au trafic aérien. Et encore là, il faut mentionner que quand on dit OVNI, là, c'est objet volant non identifié. Ça veut pas dire des petits bonhommes verts automatiquement. Il ne faut pas faire de OVNI un synonyme d'engin extraterrestre. Voilà. Mais bref, là, au cours de ce printemps, je crois, les autorités britanniques ont dit nous ne publierons plus de dossiers impliquant des avions et des ovnis. Mais ça, c'est un peu une exception. Pour les autres pays, que ce soit aux États-Unis, le Canada, la France, etc., ce genre d'incident est généralement publié avec, je dirais, un bon vouloir dans la presse par les autorités concernées. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un pilote de ligne est un peu hésitant à parler de ce qu'il a vécu en haut quand il a vu quelque chose qui est pas capable de se l'expliquer? C'est quoi? Dans un premier temps, c'est sûr que quand on dit qu'on a vu un ovni, même si on ne parle pas de petits hommes verts, le fait de dire « j'ai vu un ovni », ça c'est jamais très très bon. Hein? Bon, on va vivre l'objet, les colibets de ses collègues de travail. Ouais, pour moi, Jean-Paul, ce matin-là, devait avoir pris un petit verre ou quelque chose comme ça, où il en a fumé du bon. Tu vois le genre. Fait qu'on veut pas être l'objet de ces moqueries. Et bien sûr, on pense aussi à la crédibilité du transporteur. On voudrait pas que dans les journaux, on commence à dire « Ah ouais, les pilotes d'Air Transat ou les pilotes d'Air Canada, ils doivent pour moi fumer du bon dans les toilettes ou des trucs comme ça. » Donc, il y a bien sûr la réputation de la compagnie qu'on ne veut pas voir associée à des pilotes qui racontent des histoires un peu fantastiques. Et bien sûr, le pilote lui-même ne veut pas être l'objet des moqueries de ses collègues. Mais néanmoins, cela étant dit, les dossiers rapportés par des pilotes ou le personnel volant, ça peut être les hôtesses ou les copilotes ou les gens qui s'occupent de la radio, généralement, ces rapports-là sont, à mon avis, les plus intéressants du dossier des ovnis parce que les observateurs, les témoins, sont généralement des gens assez aguerris à l'observation de phénomènes aériens. Je pense pas qu'un pilote va confondre un autre avion dans le ciel. Hein. C'est un pilote, il a l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'abri d'une erreur, mais généralement, ce sont des gens qui sont bien formés à l'observation aérienne. Et quand ces pilotes-là décident finalement de remplir un rapport en disant « Nous avons vu un objet, voici comment ça se passait », on détient quelque chose d'un peu plus solide qu'un simple témoignage comme ça d'un individu qui roulait sur la route à 2 heures du matin. Ensuite de ça, il faut quand même se rappeler que dans le cas des pilotes, lorsqu'il y a un signalement d'OVNI, on a la communication directe. C'est-à-dire que le pilote, lorsqu'il parle à la tour de contrôle en disant « Oui, tour de contrôle, je suis le vol X ou Y »,
on vient d'être dépassé par un objet mystérieux et il décrit l'objet. Le témoignage, il est immédiatement enregistré sur les boîtes noires de l'avion ou directement par la tour de contrôle. Donc, c'est pas un témoignage qui sera fait quelques semaines ou quelques mois plus tard avec, bien sûr, toutes les faiblesses qu'a le témoignage et la mémoire. Là, on a un enregistrement direct de la communication lorsque le pilote dit « Oui, tour de contrôle, avez-vous tel objet? » et il le décrit. Et dans certains cas, je pense notamment à un vol qui s'était produit en France au début des années 80, 1984, je crois. C'était le vol d'Air France 35-32, un truc comme ça. Les pilotes étaient près de l'aéroport Charles de Gaulle lorsqu'ils ont observé un objet dans le ciel. Et cet objet était non seulement observé dans le ciel par les pilotes, mais il a été également détecté au radar. Donc là, on avait non seulement la communication verbale des pilotes qui racontaient ce qu'ils voyaient, mais on avait également des mesures télémétriques, des radars au sol qui avaient détecté l'objet en question. Christian, prochaine conférence, c'est à Montréal? Oui, prochaine conférence, c'est le 9 septembre prochain, donc samedi prochain. Oui. Et c'est pour souligner la sortie de mon livre, Les théories du complot. Donc, je fais une conférence sur les grandes théories du complot. Et pour Québec, est-ce que tu as des dates à nous mentionner? J'ai pas encore de date, mais c'est sûr que cet automne, je vais faire un saut à Québec pour présenter cette conférence. Parfait. christianpage.ca pour plus de détails. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. OK, bonne soirée. Bye.